Les mains de Frank Merrick agrippaient le volant tandis qu'il empruntait les routes de montagnes sinueuses pour retourner à Boone. La scierie avait pris plus de temps que prévu, mais il avait trouvé les planches d'érable parfaites pour la restauration de la commode ancienne qu'il attendait dans son atelier. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la canopée des chênes et des pins, projetant des motifs mouvants sur l'asphalte. Il ralentit en approchant du petit parc municipal où un sentier d'entretien rejoignait la route principale. Quelque chose attira son oreille par la fenêtre ouverte, un son qui lui glaça le sang, des pleurs, pas n'importe lesquels, la baleine désespérée d'un nourrisson. Frank s'arrêta et coupa le moteur. Le son revint, plus faible maintenant, en direction de la zone d'entretien du parc. Il marcha vers le bord du sentier en suivant la source jusqu'à se tenir devant une grande poubelle verte. Les pleurs provenaient de l'intérieur. L'esprit de Frank se vida un instant, refusant de traiter ce que ses oreilles lui disaient. Il souleva le lourd couvercle d'une main tremblante. Là, mal enveloppée dans une fine couverture qui s'était défaite, gisait sa fille de 3 mois. Le visage de NVA était rouge à force de pleurer, ses petits poings serrés. Sa peau était froide lorsqu'il lui toucha la joue. Jésus-Christ. Les mots sortirent comme un murmure. Frank la tira de la poubelle et enroula à nouveau la couverture autour de son petit corps. Elle se calma légèrement à son contact, mais sa respiration semblait superficielle. Il retira sa chemise de flanelle et l'enveloppa, le tissu épais lui procurant plus de chaleur que la fine couverture. Il chercha son téléphone à tâtons, 911. Quelle est votre urgence? J'ai besoin d'une ambulance. J'ai trouvé un bébé dans une poubelle à Deer Creek Park, sur l'autoroute 421. Elle est vivante, mais elle a froid. Elle a besoin de soins médicaux immédiatement. Monsieur, avez-vous dit avoir trouvé un bébé dans une poubelle? Oui, c'est ma fille. Quelqu'un a mis ma fille dans une poubelle. Les mots semblaient insensés alors même qu'il les prononçait. Une ambulance est en route, restez en ligne, gardez l'enfant au chaud et vérifiez sa respiration. Frank s'assit par terre, tenant la contre sa poitrine. Ses pleurs s'étaient transformés en faibles gémissements. Il sentait son petit cœur battre fort contre ses côtes. « Qui a bien pu te faire ça ?» lui murmura-t-il. « Qui t'a jeté comme une poubelle ?» Mais alors même qu'il posait la question, une froide certitude commençait à se former dans son ventre. Une seule personne avait accès à NVA quand il n'était pas chez lui. Une seule personne aurait pu l'amener ici. L'ambulance est arrivée quelques minutes plus tard, suivie d'une voiture de police. Les ambulanciers ont pris le relais, vérifiant les constantes de NVA et la préparant pour le transport. « Monsieur, nous devons l'emmener au centre médical de Wataga. » L'ambulancier en chef a dit que sa température corporelle était basse, mais qu'elle semblait stable. « Vous pouvez nous suivre. » Frank hocha la tête, incapable de parler. Il les regarda charger sa fille dans l'ambulance, son petit corps, presque perdu sur le brancard pour adultes. L'agent Davis s'approcha de lui. « Monsieur Merrick, j'ai quelques questions à vous poser. Comment sauriez-vous qu'il faut regarder dans cette poubelle? Je l'ai entendu pleurer. Je passais en voiture et je l'ai entendu pleurer. Vous êtes certain que c'est votre fille? » Frank le fixa du regard. « Je connais mon propre enfant. Où est ta femme en ce moment? À la maison? Au moins, elle devrait être à la maison avec Frank arrêté. Elle devrait être à la maison avec un bébé. » Les néons de l'hôpital rendaient tout cela dur et irréel. Frank était assis dans la salle d'attente pendant que les médecins examinaient Na. Son esprit rejouait sans cesse le moment où il avait ouvert la poubelle, entendait ses faibles cris disant qu'une infirmière s'approchait. « Monsieur Merrick, votre fille va bien. Elle est déshydratée et sa température corporelle était basse, mais il n'y a pas de séquelles permanentes. Nous voulons la garder en observation cette nuit. » Le soulagement l'envahit, suivi immédiatement de rage. Quelqu'un avait jeté sa fille à la poubelle. Quelqu'un l'avait laissée mourir là. Frank sortit son téléphone et composa le numéro de la maison. J'en répondis à la 3e sonnerie. « Dis donc, bébé, comment était la scierie ?» Sa voix était normale, décontractée, comme si de rien n'était. « Jean, où est Na? » Elle est dans son berceau. Je viens de prendre de ses nouvelles il y a 20 minutes. Frank sentit le monde basculer. Tu viens de prendre des nouvelles d'elle. Oui, Frank, elle dort paisiblement. Tu t'inquiètes trop. Je la regarde en ce moment, Jean. Elle est à l'hôpital. Un silence. De quoi parles-tu? Je l'ai trouvée dans une poubelle.
Quelqu'un a mis notre fille dans une poubelle et l'a laissée là. C'est impossible. Elle est là, dans son lit. Vérifie le berceau, Jean. Vérifie-le tout de suite. La ligne s'est tue, à l'exception du bruit des pas de Jean. Franck a entendu une porte s'ouvrir. Puis silence, Jean, je ne comprends pas. Elle était là. Je viens de prendre des nouvelles d'elle. Non, tu ne le savais pas. Tu sais exactement où elle était parce que tu l'as mise là, Franck, c'est insensé. Pourquoi le ferais-je? Il a raccroché. Franck est rentré à la maison 2 heures plus tard. Les médecins avaient accepté de le laisser ramener Nivea à la maison, puisque son état s'était stabilisé, mais ils avaient prévu un rendez-vous de suivi pour le lendemain. Il apportait le bébé endormi à travers la porte d'entrée de leur petite maison. Jean se tenait dans le salon, un pinceau à la main. Son chevalet présentait un paysage à moitié fini. Elle avait l'air détendue, presque joyeuse. « Dieu merci, tu l'as trouvée » dit Jean en s'approchant pour l'embrasser sur la joue. Quelqu'un a dû entrer par effraction et l'emmener. On devrait appeler la police. Franck la fixa du regard. Quelqu'un est entré par effraction, a pris le bébé, a roulé 16 km jusqu'à un parc et l'a jeté dans une poubelle. C'est la seule explication qui ait du sens, n'est-ce pas? Jean posa son pinceau et croisa les bras. Que insinues-tu, Franck? Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Je t'ai appelé. Il dit, tu viens de vérifier. Elle n'était pas là. Je me suis trompé. Je pensais être allé la voir, mais j'ai dû y penser tout à l'heure. Franck se dirigea vers la chambre de Nva et regarda le berceau vide. Les couvertures étaient disposées comme si quelqu'un avait essayé de faire croire qu'un bébé y dormait. Jean, viens ici. Elle apparut dans l'embrasure de la porte. Quoi? Regarde ce berceau. Regardez comment les couvertures sont disposées. Cela me semble normal. On dirait que quelqu'un a essayé de faire croire qu'un bébé dormait ici. Les couvertures sont relevées et façonnées comme s'il y avait un corps en dessous. Jean haussa les épaules, je ne vois pas où tu veux en venir. Franck se tourna vers elle. Sa voix resta posée, contrôlée. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Je te l'ai déjà dit. Quelqu'un a dû me dire la vérité. Jean le fixa un long moment. Puis quelque chose changea dans son expression. L'attitude de la mère inquiète disparut, remplacée par quelque chose de plus froid. Bon, tu veux la vérité. C'était un test. Un test, oui. Je voulais voir comment tu réagirais. Je veux prouver à quel point c'est difficile pour moi. Tout le monde s'attend à ce que je sois une mère parfaite, mais personne ne comprend la pression. Franck sentit de la glace se former dans sa poitrine. Tu as mis notre fille de 3 mois dans une poubelle pour la tester. Je l'ai mise en lieu sûr. Pour être clair, tu dois comprendre à quel point c'est bouleversant pour moi, les pleurs incessants, les nuits blanches, la façon dont tout le monde juge le moindre de mes faits et gestes. Elle aurait pu mourir. Ne dramatise pas. Je savais que tu la retrouverais. Comment as-tu pu le savoir? Parce que tu es obsédé par tes routines, tu prends toujours ce chemin pour rentrer de la Syrie. Franck regarda sa femme, la regarda vraiment. La femme qu'il avait épousée, la femme qu'il pensait aimer, se tenait là, à la défendre, jetant leur bébé à la poubelle. Son visage ne trahissait aucun remords, aucune compréhension de ce qu'elle avait fait. Tu as juste renoncé à tous tes droits, dit-il doucement. Jean rit, oh, s'il te plaît, tu réagis de manière excessive. Elle va bien, n'est-ce pas? Franck passa devant elle en direction de la porte. Où vas-tu? Lui cria Jean. Bon, quand reviendras-tu? Franck s'arrêta à la porte. Je ne sais pas si je reviendrai. Franck se rendit à l'entreprise de remorquage d'Ira, en périphérie de la ville. L'entreprise de son frère aîné occupait un immense terrain rempli de véhicules accidentés et d'équipements lourds. Ira sortit du garage en s'essuyant les mains avec un chiffon rouge. Franck, que fais-tu ici? Tu as une mine dégueulasse. Il faut que je te parle. Iris observa le visage de son frère. Reviens au bureau. Ils traversèrent le garage, passèrent devant les élévateurs hydrauliques et les établis, pour arriver à un petit bureau encombré de paperasses et de tasses à café. Ira ferma la porte et désigna une chaise. Que s'est-il passé? Franck lui raconta tout sur la découverte de Na dans la poubelle, les mensonges de Jean, ses aveux selon lesquels c'était un test.
Le visage d'Ira s'assombrissait à chaque détail. Elle a mis ma nièce dans une foutue poubelle, dit Ira. Quand Franck eut fini, elle mit un bébé de 3 mois à la poubelle. Ouais, et elle appelle ça un test? Ouais. Ira se leva et fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Où est-elle à la maison en ce moment? Je vais la tuer, Franck. Je vais y aller en voiture et la battre à mort à main nue. Non, tu ne le feras pas. Ira a tourné en rond. Je ne le ferai pas. Elle a essayé de tuer ta fille. Ira, assieds-toi. Je ne m'assiérai pas. Cette femme, assieds-toi. La voix de Franck avait un ton qui fit arrêter Iris de faire les 100 pas. Si tu vas là-bas et que tu portes la main sur elle, tu iras en prison et elle aura de la sympathie. C'est ça que tu veux? Iris était triste, mais ses poings restaient serrés. Alors, que veux-tu faire? La laisser s'en tirer. Je veux tout lui prendre, pas seulement le bébé, tout. Que veux-tu dire? Franck se pencha en avant. Je veux qu'elle perde définitivement la garde de Na. Je veux qu'elle perde tout droit sur notre maison, nos économies, nos biens. Je veux qu'elle se retrouve sans rien. Et comment comptes-tu faire ça? Soigneusement, légalement, on fait les choses proprement, on documente tout. On monte un dossier si solide qu'aucun juge ne lui confierait la garde d'une plante d'intérieur, et encore moins d'un enfant. Ira étudia le visage de son frère. Tu parles de guerre. Je parle de justice. Même chose dans cette affaire. Ira se renversa dans son fauteuil. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi à réfléchir. Aide-moi à ne pas commettre d'erreurs qui pourraient nuire à l'affaire. Quel genre d'erreur? Comme aller là-bas et la battre à mort? Ira parvint à esquisser un sourire sinistre. Ouais, je vois comment ça pourrait compliquer les choses. Franck sortit un petit carnet et un stylo. D'abord, je dois documenter tout ce qui s'est passé aujourd'hui, chaque détail, chaque conversation, chaque chronologie. Tu penses qu'elle va essayer de nier? Je pense qu'elle va essayer de prétendre à une folie passagère ou à une dépression postpartum, ou à tout ce que son avocat lui dira de prétendre. Est-ce que ça pourrait marcher? Pas si j'ai assez de preuves. Pas si je peux prouver qu'elle est bien comme ça, pas un état temporaire. Hiro observa son frère. C'est vrai, tu es différent, Franck. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Comme un calcul froid. Comme si tu l'avais déjà complètement rayé de la carte. Franck leva les yeux de son carnet. Elle a jeté ma fille à la poubelle et a appelé ça un test. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de pardon pour ça. J'en ai fini avec elle. Bien, dit Iris, parce que cette femme ne mérite pas le pardon. Franck continua d'écrire. Je dois la faire admettre à nouveau par enregistrement. Cette fois. Tu penses qu'elle le fera? Je pense qu'elle est assez arrogante pour croire qu'elle peut tout justifier. Je pense qu'elle croit vraiment que ce qu'elle a fait était raisonnable. C'est effrayant, c'est utile. Franck est rentré après minuit. Jean dormait, ou faisait semblant. Il est allé voir Avea, qui dormait paisiblement dans son berceau. Demain, il commencerait à monter son dossier, mais il a passé les premières heures de la matinée à rechercher des avocats spécialisés en droit de la famille en Caroline du Nord. À 6 heures du matin, il avait une liste de 3 avocats réputés pour les affaires de garde d'enfants. Il a pris rendez-vous avec chacun d'eux pour plus tard dans la semaine. Jen est apparue dans la cuisine alors que Frank Fedna lui donnait son biberon du matin. Hier, Jean a dit en se servant un café. Peut-être que je devrais consulter un thérapeute. Le stress de la nouvelle maternité m'affecte peut-être plus que je ne le pensais. Franck n'a pas levé les yeux de Na. Tu penses que le stress t'a fait jeter notre fille à la poubelle? Je pense que le manque de sommeil et les hormones peuvent pousser les gens à faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement. Donc, tu n'abandonnerais normalement pas un bébé dans un lieu public. Jean a reposé sa tasse de café plus fort que nécessaire. Tu n'es pas juste, Franck. J'essaie d'assumer mes responsabilités, n'est-ce pas? Parce qu'hier, tu as appelé ça un test pour prouver quelque chose. Maintenant, tu parles d'une réaction de stress. C'était peut-être les deux. Franck l'a finalement regardé. Que essayais-tu de prouver? Que c'est plus dur pour moi que tu ne le penses. Que j'ai besoin de plus d'aide. Alors, tu pensais que laisser sa fille dans un endroit où je ne la retrouverais peut-être jamais t'apporterait plus d'aide. Je savais que tu la retrouverais. Comment?
Comment as-tu pu savoir que Jean s'était assise en face de lui? Parce que tu es prévisible, Franck. Vous empruntez les mêmes itinéraires, vous suivez les mêmes schémas. Je savais que si je la laissais quelque part sur ton chemin habituel, tu l'entendrais pleurer. Franck fixa sa femme. Elle avouait avoir planifié. Ce n'était pas un moment de psychose postpartum ou un manque de jugement dû au manque de sommeil. Elle l'avait planifié. Tu dis que tu as délibérément choisi cet endroit parce que tu savais que je la trouverais là. Oui, et si je n'avais pas pris cet itinéraire, si je m'étais arrêté ailleurs d'abord, si j'avais mis la radio trop fort pour l'entendre? Jean haussa les épaules, mais pas toi. Franck sentit l'enregistrement de son téléphone dans la poche de sa chemise. Il avait lancé l'application avant de descendre, espérant capter exactement ce genre de conversation. Jane, aide-moi à comprendre ta façon de penser. Tu pensais que laisser notre fille de 3 mois dans une poubelle était plus sûr que de la laisser à la maison, plus sûr qu'avec un homme qui pense que les bébés pleurent juste pour le déranger. Le sang de Franck s'est glacé. Tu penses que je suis un danger pour ma propre fille? Je pense que tu ne comprends pas à quel point c'est dur. Je pense que tu me juges pour avoir galéré alors que tu n'as jamais passé une journée entière seule avec elle. Donc ta solution a été de la mettre dans un endroit où elle aurait pu mourir de froid, être attaquée par des animaux ou ne jamais être retrouvée du tout. Ne sois pas dramatique. Elle allait bien. Elle était en hypothermie. Quand je l'ai trouvée, les ambulanciers ont dit qu'1 heure de plus et qu'elle aurait pu avoir de graves problèmes de santé. Jean a fait un geste dédaigneux de la main. Ils exagèrent toujours pour se couvrir. Légalement, Franck s'est levé, tenant NVA. Je dois faire quelques courses aujourd'hui. Je vais emmener le bébé avec moi. Tu n'es pas obligé de faire ça. Je peux la surveiller. Non, tu ne peux pas. Les yeux de Jean se plissèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as perdu le droit d'être seul avec notre fille. Franck, tu es ridicule. Hier était un incident isolé, n'est-ce pas? Ou était-ce juste la première fois que je t'ai attrapé? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Tu as mis notre bébé à la poubelle. Tu n'as montré aucun remords. Tu as demandé un test. Tu penses que c'était justifié? Ce sont des faits. Jean se leva, le visage rouge. J'ai fait une erreur. J'essaie de me racheter en prétendant que c'était une réaction de stress plutôt qu'un test calculé. Tu n'arrives même pas à garder ton histoire cohérente. Je ne suis pas obligé d'écouter ça. Tu as raison, tu n'en as pas besoin? Franck se dirigea vers la porte avec Na, je reviens plus tard, Franck, attends. Tu t'arrêtas à la porte. Il faut qu'on règle ça pour le bien du bébé. Franck se tourna vers sa femme. Non, Jean, vraiment pas. Le premier arrêt de Franck fut le bureau du département des services sociaux dans le centre-ville de Boone. Il avait appelé à l'avance et avait été assigné à rencontrer Mara Jensen, une enquêtrice du CPS avec 15 ans d'expérience. Le bureau de Mara était petit et encombré de dossiers. Elle avait l'air fatiguée mais alerte, le genre de personne qui a tout vu et qui n'est pas facilement choquée. Monsieur Eric, vous avez dit au téléphone que vous vouliez signaler une mise en danger d'enfant. Oui, ma femme a abandonné notre fille de 3 mois dans une poubelle publique hier après-midi. Mara a levé les yeux de son bloc-notes. Je suis désolé. Pourriez-vous répéter? Franck a recommencé l'histoire, en fournissant tous les détails dont il se souvenait. Mara a pris des notes et a posé des questions pour clarifier les choses. Lorsqu'il a terminé, elle s'est adossée à sa chaise. Monsieur Merrick, c'est l'une des allégations les plus graves que j'ai entendues depuis longtemps. Avez-vous des preuves autres que votre propre témoignage? Franck a sorti son téléphone et a fait écouter l'enregistrement de ce matin-là. Mara a écouté attentivement, lui demandant parfois de réécouter certains passages. Elle admet l'avoir planifié. À la fin de l'enregistrement, Mara a déclaré, elle a choisi un endroit délibérément parce qu'elle savait qu'on y trouverait un enfant. Oui, et elle ne montre aucun remords. Elle défend ses actes. C'est exact. Mara a pris d'autres notes. Monsieur Merrick, je dois vous demander ceci, est-il possible que votre femme souffre de dépression postpartum ou de psychose? C'est parfois le cas des jeunes mères? Elle essaie de le prétendre maintenant, mais vous avez entendu l'enregistrement. Ce n'était pas un moment de rupture mentale. Elle l'a planifié. Elle a choisi le lieu. Elle avait une raison de le faire.
Quelle raison de prouver à quel point la maternité est difficile pour elle? Mara a déposé son épingle. Monsieur Merrick, je vais ouvrir une enquête immédiatement. Je vais devoir vous interroger, vous et votre femme, inspecter votre domicile et évaluer la sécurité actuelle de votre fille. Qu'est-ce que cela signifie pour la garde? Cela dépend de nos conclusions. Si je détermine que votre fille est en danger immédiat, je peux recommander son retrait d'urgence du domicile. Sera-t-elle retirée de nous deux ou de ma femme? Cela dépendra des circonstances spécifiques. Avez-vous de la famille qui pourrait s'occuper d'elle temporairement? Si nécessaire, mon frère? Mais je veux être clair, je ne représente aucun danger pour ma fille. C'est moi qui l'ai trouvée et qui l'ai soignée. Je comprends. Quand puis-je planifier une visite à domicile au plus vite? Mara feuilleta son agenda. Que diriez-vous de demain matin à 10 heures? Nous serons là, monsieur Merrick. Une dernière chose, ne discutez pas de cette enquête avec votre femme à l'avance. Je veux que ses premières réactions soient sans filtre. Frank hocha la tête, compris. En quittant le bureau, Frank sentit le poids de ce qu'il avait déclenché. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Il avait officiellement signalé sa femme au service de protection de l'enfance pour abandon de bébé. La machine judiciaire commençait à tourner. 2 jours plus tard, Frank était assis dans une salle de conférence fade du palais de justice avec son avocat, David Walsh. Walsh était un spécialiste du droit de la famille qui avait traité des dizaines de dossiers de garde d'enfants. Il avait écouté le récit de Frank et les enregistrements avec le calme de quelqu'un qui avait vu le pire de la nature humaine. Le rapport du CPS est accablant, a déclaré Walsh. Après avoir examiné les documents, Madame Jensen recommande une garde d'urgence immédiate. Elle a trouvé les explications de votre femme incohérentes. Et concernant ce que Jen lui a dit? Elle a d'abord nié les faits. Puis elle a affirmé que vous aviez mal compris ce qu'elle voulait dire sur l'enregistrement. Elle a ensuite suggéré que vous aviez peut-être tout mis en scène pour la piéger. Frank a senti sa mâchoire se serrer. Elle pense que j'ai jeté ma propre fille à la poubelle pour la piéger. Apparemment. Elle a également suggéré que vous pourriez avoir une liaison et vouloir vous en débarrasser. C'est insensé. Oui, c'est vrai, c'est pourquoi le juge Morrison est susceptible d'accéder à notre requête d'urgence. La porte s'est ouverte et Jen est entrée avec son avocate, Linda Foster. Jen portait une robe classique et un maquillage minimaliste. Elle ressemblait à une mère inquiète qui se bat pour son enfant. Frank a regardé sa femme prendre place. Il y a 3 jours, il aurait dit la connaître parfaitement. Maintenant, il se demandait s'il l'avait jamais connue. Le juge Morrison est entré et l'audience a commencé. Walsh a présenté les preuves méthodiquement, les dossiers de l'hôpital montrant l'état de Nala lorsqu'elle a été retrouvée, le rapport de police de la scène de découverte, l'enregistrement de l'admission de Jean et le rapport des enquêteurs du CPS que l'avocat de Jean a essayé de contrer avec des allégations de dépression postpartum et de comportement contrôlant de Frank. Mais les preuves étaient accablantes. Lorsque le juge Morrison a interrogé Gann directement sur l'incident, ses réponses étaient contradictoires et défensives. Madame Merrick, le juge a déclaré, prétendez-vous que votre mari a fabriqué des preuves contre vous? Je dis que la situation a été déformée. Votre honneur, comment cela est-il possible? Mon mari a enregistré notre conversation privée à mon insu et a sorti mes propos de leur contexte. Le juge Morrison a examiné la transcription de l'enregistrement. Madame Merrick, vous avez déclaré avoir délibérément choisi ce lieu car vous saviez que votre mari y trouverait l'enfant. Comment cela est-il sorti de son contexte? L'avocat de Jean lui a murmuré quelque chose. Votre honneur, ma cliente était endormie, privée de tout et soumise à un stress extrême. Ces déclarations ne reflètent pas son véritable état mental au moment des faits. Elle prétend donc que ses aveux étaient faux. Elle affirme qu'elle n'avait pas les idées claires lorsqu'elle a fait ces déclarations. Le juge Morrison n'a pas semblé impressionné. Mademoiselle Foster, votre cliente a fait ses déclarations 2 jours après l'incident présumé, et non immédiatement après. Elle a eu le temps de réfléchir clairement. L'audience a continué pendant 1 heure, mais Frank a pu constater que le juge avait déjà statué. Lorsque le juge Morrison a annoncé sa décision, Frank a ressenti un soulagement mitigé. Et une satisfaction sombre. Sur la base des preuves présentées, j'accorde la garde temporaire d'urgence de l'enfant mineur au père, Frank Merrick. La mère ne sera autorisée à des visites surveillées qu'après une évaluation complète de la garde. Le visage de Jean devint blanc.
Son avocat se leva immédiatement pour protester, mais le juge Morrison était déjà passé à la fixation de la prochaine audience. Devant le palais de justice, Walsh serra la main de Frank. C'est un bon début, mais ce n'est que le début. Elle se battra avec tout ce qu'elle a pu faire. Frank dit, j'ai la vérité de mon côté. La vérité ne l'emporte pas toujours au tribunal des affaires familiales, Frank, mais dans ce cas, je pense que ce sera le cas. Ce soir-là, Frank appela June, la cousine de Jean. Il ne l'avait rencontrée que quelques fois lors de réunions de famille, mais elle lui avait toujours semblé la personne la plus raisonnable de la famille de Jean. June travaillait dans une petite librairie indépendante du centre-ville de Boone. Frank la trouva là après la fermeture, comptant les recettes de la journée. « Frank, que fais-tu ici ? Il faut que je te parle de Jean. » L'expression de June devint prudente. « À propos d'elle ?» Frank lui a raconté l'incident, la garde. En entendant tout ce qui s'était passé, June a écouté sans interruption, son visage devenant de plus en plus troublé à chaque détail. « Oh mon Dieu !» a dit June après avoir terminé. « J'avais peur que quelque chose comme ça arrive. » « Que veux-tu dire ?» June a verrouillé la porte d'entrée et a fait signe à Frank de la suivre dans le bureau. « Frank, il y a des choses sur Jean dont sa famille ne parle pas, des choses que nous avons tous prétendues irréelles. » « Comme quoi ?» « Comme le fait qu'elle n'ait jamais montré de réactions émotionnelles normales à quoi que ce soit. Comme la façon dont elle a traité sa mère avant sa mort. Que s'est-il passé avec sa mère ? June s'est assise lourdement sur sa chaise de bureau. Jean l'a complètement interrompue pour une anodine. Sa mère a demandé à Jean de l'appeler plus souvent, et Jean a décidé que c'était manipulateur et autoritaire. Elle ne lui a plus adressé la parole pendant les 2 dernières années de sa vie. Jean m'a dit que sa mère était violente émotionnellement. Sa mère était seule. C'était une veuve qui voulait avoir des nouvelles de sa fille de temps en temps. Jean a transformé cela en une sorte de complexe de persécution. June a ouvert un bureau. Tiroir est sorti un petit carnet. Jean l'a laissé ici il y a environ 6 mois. Elle fulminait contre la grossesse et la maternité, et elle y écrivait de manière obsessionnelle. Je l'ai retrouvé après son départ et je l'ai gardé. Frank a ouvert le carnet. L'écriture était celle de Jean, mais le contenu était glaçant. Page après page, des diatribes sur la grossesse, un emprisonnement biologique, et sur la façon dont la société piège les femmes en les condamnant à perpétuité par la maternité. Une entrée s'est démarquée. Tout le monde fait comme si avoir un bébé était une chose magnifique, mais en réalité, c'est juste une autre personne qui exige des morceaux de votre âme jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je ne laisserai pas cela m'arriver. Je ne disparaîtrai pas simplement parce que j'ai accouché. Jésus. Frank a murmuré, il y a plus, continue de lire. Frank a feuilleté d'autres pages. Les entrées sont devenues de plus en plus hostiles à l'idée de la maternité, au bébé en général, au piège de la vie de famille. Pourquoi n'as-tu rien dit ? June avait l'air malheureuse. Dis-moi quoi ? Ma cousine écrit des choses étranges dans un journal, comme si elle paraissait froide. Parfois, on aurait pensé que j'étais jalouse ou que je provoquais des conflits familiaux. Ce n'est pas seulement June qui a froid. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Je le sais maintenant, mais il y a 6 mois, je pensais qu'elle avait peut-être juste peur. Beaucoup de femmes doutent de la maternité. Frank a fermé le carnet. Puis-je avoir ça ? J'espérais que tu demanderais. Mon avocat a dit que ça pourrait être une preuve importante. Ton avocat, je l'ai appelé après que tu m'aies raconté ce qui s'est passé. Je veux savoir si je risque d'avoir des ennuis judiciaires pour ne pas avoir signalé mes inquiétudes plus tôt. Il a dit que je n'aurais pas pu prédire cet incident précis, mais il pense que les entrées du journal pourraient être pertinentes pour une affaire de garde. Frank a étudié le visage de June. Pourras-tu témoigner si j'en ai besoin ? Oui, j'aurais dû parler avant. Peut-être que si je l'avais fait, cela ne serait pas arrivé. June, ce n'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle abandonnerait le bébé. Mais je savais qu'elle avait tort. Je savais qu'elle n'avait pas de sentiments maternels normaux. Frank a rangé le journal dans la poche de sa veste. Ce que tu fais maintenant compte plus que ce que tu n'as pas fait avant. June a donné une autre réponse à Frank. Une information avant qu'il ne quitte la librairie. L'ex-petit ami de Jean, Elliot Varn, était toujours en ville, travaillant comme gardien pour des familles aisées qui voyageaient fréquemment. Frank a trouvé les coordonnées d'Elliot grâce à une société de gestion immobilière locale.
Lorsqu'il a appelé, Elliot a hésité à le rencontrer. Je ne veux pas vraiment me mêler de ce qui se passe avec Jean, a dit Elliot. Elle a abandonné notre fille de 3 mois dans une poubelle. Je pense que vous êtes déjà impliqué. Une longue pause, quand voulez-vous nous rencontrer? Ils ont convenu d'un rendez-vous dans un café de King Street. Frank est arrivé le premier et a attendu dans un box d'angle. Elliot est apparu 15 minutes plus tard, regardant nerveusement autour de lui avant de s'approcher. Elliot était maigre et fatigué, avec des cheveux grisonnants prématurément et les gestes prudents de quelqu'un qui a été blessé et qui n'a pas complètement guéri. Il paraissait plus âgé que ses 35 ans. Vous avez dit qu'elle avait abandonné votre bébé. Frank a répété l'histoire. À chaque fois, elle semblait plus folle, plus insensée. Impensable. Mais Elliot n'avait pas l'air choqué, il semblait résigné. Ouais, dit Elliot lorsque Frank eut terminé. On dirait qu'elle ferait ça. Que veux-tu dire? Elliot remua son café d'un air absent. J'en ne vois pas les autres comme réels. Ce ne sont que des personnages de son histoire. Si un personnage devient gênant pour l'intrigue, elle l'efface. Comment a-t-elle fait pour t'effacer méthodiquement? D'abord, elle m'a convaincu que ma galerie d'art m'empêchait d'atteindre mon plein potentiel. Ensuite, elle m'a isolé de mes amis et partenaires commerciaux. Elle m'a rendu dépendant d'elle financièrement, puis émotionnellement. Puis, après avoir tout pris, elle est partie. Elle t'a laissé disparu. Un jour, elle planifiait notre avenir ensemble. Le lendemain, elle était partie. Sans explication, sans au revoir. Elle a pris quelques-unes de mes affaires et a disparu. Frank a étudié le visage d'Elliot. Quand était-ce? Environ 1 an avant de te rencontrer. As-tu essayé de la retrouver? Elliot a ri amèrement. Pendant des mois, j'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose de terrible. J'ai déposé plainte. Un rapport de disparition. J'ai engagé un détective privé. Pendant tout ce temps, elle vivait à 2 villes de chez moi, à construire sa nouvelle vie. Comment l'as-tu découvert? Elle m'a envoyé une lettre, pas d'excuses ni d'explications, juste une lettre me disant d'arrêter de la chercher parce qu'elle passait à autre chose. Frank a eu un frisson. Elle a appelé ça un chapitre. C'est comme ça qu'elle voit la vie. Ce ne sont que des chapitres dans l'histoire de Jean. Les autres personnages sont des personnages secondaires qui existent pour servir son récit. Qu'est-il arrivé à ta galerie? J'ai dû la vendre. Je n'avais plus les moyens de la maintenir. Après qu'elle m'a convaincu de liquider mes économies pour notre avenir commun, j'ai tout perdu. Je suis désolé. Elliot a haussé les épaules. Je suis mieux sans elle. Il m'a fallu 2 ans de thérapie pour m'en rendre compte. Mais c'est vrai. Elle ne détruit pas les gens par le feu, Frank. Elle le fait en les obligeant à allumer l'allumette eux-mêmes. Veux-tu témoigner de cela au tribunal? Tu veux que je témoigne contre Jean? Je veux que tu dises la vérité sur elle. Le juge doit comprendre quel genre de personne peut abandonner un nourrisson. Elliot est resté silencieux pendant longtemps. Que aurais-je à dire? Juste ce que vous m'avez dit, comment elle vous a manipulé, isolé, puis abandonné lorsque vous n'étiez plus utile, et vous pensez que cela contribuera à la sécurité de votre fille. Je pense que cela aidera le juge à comprendre le schéma. J'en ai pas devenue dangereuse soudainement à l'accouchement. Elle l'a toujours été. Le bébé lui a simplement donné une nouvelle cible. Elliot hocha lentement la tête, ok, je vais le faire. Mais Frank, oui, ne la sous-estimez pas. Jean est très doué pour faire croire aux gens quelle que soit la version de la réalité qui lui sert. Elle aura une histoire qui la fera passer pour la victime et vous pour le méchant. Laissez-la essayer. La confiance de Frank dans son dossier a été ébranlée 3 jours plus tard lorsqu'il a reçu une lettre recommandée de l'avocat de Jean. Elle déposait une requête reconventionnelle pour la garde d'urgence, affirmant que Frank était émotionnellement instable et avait des antécédents de comportement contrôlant et intimidant. Frank a lu les documents avec une incrédulité croissante. Selon Jean. Pétition. C'était un micromanager obsessionnel qui surveillait ses moindres faits et gestes. Elle affirmait qu'il l'avait isolé de ses amis et de sa famille, contrôlait leurs finances et montrait des problèmes de gestion de la colère inquiétants. La pétition dressait le portrait de Frank comme d'un homme qui avait finalement craqué sous la pression de la nouvelle paternité et qui utilisait désormais de fausses accusations pour punir sa femme souffrant de dépression postpartum. Frank a immédiatement appelé son avocat. C'est la procédure habituelle, lui a assuré Walsh.
Quand quelqu'un est acculé, il attaque. Elle essaie de renverser la situation et de se faire passer pour la victime. Mais que se passera-t-il si le juge la croit? Franck, nous avons des preuves, nous avons des enregistrements. Nous avons des témoignages. Elle porte des accusations sans preuve. Qu'en est-il de ces affirmations selon lesquelles je la contrôle? Peut-elle les prouver? A-t-elle des enregistrements de vos menaces, des preuves d'abus financiers, des témoins qui vous ont vu l'intimider? Non, car rien de tout cela ne s'est produit. Alors tout ira bien. Mais, Franck, nous devons nous préparer à ce qu'elle en vienne à une escalade. Elle va se désespérer, et les désespérés font des choses désespérées. Ce soir-là, Franck était assis dans son appartement temporaire. Il avait quitté la maison pour éviter toute accusation d'intimidation et examinait son dossier. Tout ce qu'il avait documenté. Chaque enregistrement, chaque preuve prouvant que Jen avait abandonné leur fille et menti à ce sujet. Son téléphone a sonné. C'était Ira. Avez-vous vu les nouvelles? Quel journal télévisé? Allumez la chaîne 13? Franck a trouvé la télécommande et a changé pour la chaîne d'information locale. Un journaliste se tenait devant le palais de justice, s'adressant à la caméra. Une bataille pour la garde des enfants a pris une tournure inhabituelle, les deux parents s'accusant mutuellement de mise en danger d'enfants. Jen Mara affirme que son mari, qu'elle avait arrangé, a fabriqué des preuves contre elle pour obtenir la garde exclusive de leur fille. Franck a regardé avec stupéfaction Jen apparaître à l'écran, les larmes aux yeux, tandis qu'elle parlait à un autre journaliste. « Je me bats pour la sécurité de ma fille », a déclaré Jean. « Mon mari est devenu de plus en plus autoritaire et paranoïaque depuis la naissance du bébé. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il obtenait la garde exclusive. » Le reportage décrivait ensuite l'affaire comme un conflit de garde, où les deux parents portaient de graves accusations l'un contre l'autre. Autre. Le téléphone de Franck a encore sonné. Cette fois, c'était Walsh, vous regardez ça? Oui, elle joue la carte de la victime en public. C'est plutôt bon pour nous. En quoi est-ce bon? Parce que maintenant, elle est officiellement en train de faire des déclarations précises. Nous pouvons les réfuter avec des preuves. Elle nous donne encore plus de fil à retordre pour la faire pendre. Franck a regardé Jean à la télévision pleurer devant les caméras, jouant le rôle de la mère lésée se battant pour son enfant, David. Et si les gens la croyaient, Franck? Les jurys pourraient croire à une telle performance, mais les juges ont déjà tout vu. La juge Morrison ne se laissera pas influencer par des larmes et des accusations sans preuve. Alors, que faire? Nous nous en tenons à notre stratégie. Nous présentons les faits méthodiquement et la laissons creuser sa propre tombe avec des mensonges. Franck a raccroché et a continué à regarder les informations. Jean était doué pour ça, jouer la victime, manipuler les perceptions, se donner un air compatissant. Mais Franck avait quelque chose qu'elle n'avait pas, la vérité. Et la vérité avait le don de triompher, surtout lorsqu'elle était étayée par des preuves. Il a pris son téléphone et a commencé à prendre des notes pour son témoignage. Si Gann voulait transformer cela en un spectacle public, il lui en donnerait un, mais cela ne se terminerait pas comme elle l'espérait. 3 semaines plus tard, Franck était assis dans la même salle de conférence du tribunal, mais cette fois, l'atmosphère était différente. Son avocat avait constitué un dossier complet comprenant les preuves initiales ainsi que les témoignages de June Elliott et de l'enquêtrice du CPS, Mara Jens. Les juges ont examiné tous les éléments préliminaires. Walsh a déclaré qu'en organisant ces papiers, Morrison n'aimait pas être manipulé et que la campagne médiatique de Jean avait échoué. 3 témoins distincts ont appelé le tribunal pour contredire ces déclarations publiques. Quel genre de témoins? Des voisins qu'il avait vu quitter la maison avec le bébé le jour de l'incident, un employé de la station-service près du parc qui se souvient de l'avoir vu acheter des cigarettes à l'époque où vous avez trouvé NVI, surtout, un agent d'entretien du parc qui l'avait vu près des poubelles plus tôt dans l'après-midi. Franck a ressenti un sentiment de justification. Elle était là plus tôt. Selon l'agent d'entretien, elle se tenait près des poubelles. 14 heures, elle consultait son téléphone à plusieurs reprises. Il pensait qu'elle attendait quelqu'un. Elle chronométrait son intervention, s'assurant de savoir quand je passerais en voiture. C'est ainsi que nous allons présenter les choses. Ce n'était pas une crise postpartum, mais une mise en danger calculée d'un enfant. La porte s'ouvrit et Jean entra avec son avocat. Elle paraissait différente, plus mince, plus désespérée. La femme confiante qui avait affronté les caméras des médias avait disparu,
remplacé par quelqu'un qui savait que ses mensonges soigneusement construits s'effondraient. Le juge Morrison entra et ouvrit l'audience. Nous sommes ici pour la requête de M. Merrick en vue d'obtenir la garde exclusive permanente de l'enfant mineur NVA Merrick et la requête reconventionnelle de Mme Marr pour inaptitude parentale. Le juge Walsh commença par une présentation méthodique des preuves, le rapport d'incident initial, les dossiers hospitaliers, l'enregistrement des aveux de Jean, les notes de journal fournies par June et maintenant le nouveau témoignage situant Gênes sur les lieux plus tôt dans la journée. Votre honneur Walsh déclara, ces preuves démontrent un schéma de tromperie calculée et de mise en danger d'un enfant. Madame Merrick n'avait pas de erreur de jugement momentanée. Elle a planifié cet incident pour manipuler son mari et justifier sa propre éducation inadéquate. L'avocat de Jean, Foster, a tenté de contrer en invoquant la dépression postpartum, mais le juge Morrison l'a interrompu. Mademoiselle Foster, votre cliente a avancé 3 explications différentes pour cet incident. Elle a d'abord nié les faits. Puis elle a parlé de tests. Puis elle a prétendu qu'il s'agissait d'une réaction de stress. Maintenant, vous soutenez une dépression postpartum. Laquelle est-ce? Votre honneur? Ma cliente était confuse et traumatisée. Était-elle confuse lorsqu'elle a parlé aux médias, car ses déclarations à Channel 13 étaient très claires et cohérentes? Foster n'avait aucune réponse à cela. Lorsqu'Elliot a témoigné, son témoignage a été accablant. Il a décrit les schémas de manipulation, d'isolement et d'abandon de Jean avec calme et objectivité. Lorsque Foster a tenté de le discréditer en le présentant comme un ex-petit ami amer, la réponse d'Elliot a été parfaite. Je ne suis pas une conseillère amère. Je suis reconnaissante. Jean m'a appris à reconnaître la manipulation quand j'en suis témoin, et je la constate encore aujourd'hui. Le témoignage de June était tout aussi accablant. Elle a présenté les entrées du journal de Jean témoignent d'une hostilité profonde envers la maternité et la vie de famille. Lorsque Foster a soutenu que les entrées du journal intime ne devraient pas être admissibles, le juge Morrison a exprimé son désaccord. Ces entrées révèlent l'état d'esprit de la défenderesse concernant la maternité et l'éducation des enfants. Elles sont absolument pertinentes pour une décision de garde. Mais le témoignage le plus marquant est venu de Mara Jensen. L'enquêtrice expérimentée des services de protection de l'enfance a qualifié ses entretiens avec Jean de préoccupants et incohérents. Au cours de mes 15 années de carrière, Jinx a témoigné, j'ai vu des parents commettre de terribles erreurs sous le stress. J'ai été témoin de dépression postpartum, de psychose et de véritables crises de santé mentale. Ce n'était rien de tout cela. Madame Merrick n'a manifesté aucun remords, aucune compréhension du danger qu'elle avait exposé à son enfant et aucune capacité d'introspection. À mon avis, elle manque de l'empathie fondamentale nécessaire à une parentalité sûre. Lorsque Jen a finalement pris la parole pour sa propre défense, elle a aggravé la situation. Lors du contre-interrogatoire, elle n'a pas pu maintenir son récit de victime. Lorsque Walsh l'a interrogée sur le moment de l'incident, elle est devenue défensive et contradictoire. Madame Merrick, vous avez déclaré avoir placé votre fille à cet endroit parce que vous saviez que votre mari l'y trouverait. C'est exact? J'étais stressé. Je n'avais pas les idées claires, mais l'agent d'entretien vous a vu à cet endroit 2 heures avant que votre mari ne trouve le bébé. Étiez-vous stressé pendant 2 heures? Je ne me souviens pas d'y être allé plus tôt. Donc, soit l'agent d'entretien ment, soit vous mentez sous serment. Lequel est le cas? L'avocat de Jean a objecté, mais le mal était fait. 2 jours après l'audience, Frank a reçu un appel du responsable des visites. Jen ne s'était pas présentée à l'heure prévue avec Na. Elle a appelé 15 minutes après l'heure du rendez-vous. Le responsable a expliqué. Elle a dit qu'elle était en retard et a demandé si elle pouvait promener le bébé en ville au lieu de rester au centre. Que lui avez-vous dit? Je lui ai expliqué que les visites supervisées impliquent qu'elles doivent rester au centre. Elle s'est agitée et a raccroché. Frank a immédiatement appelé Walsh. Est-ce une violation de l'ordonnance du tribunal? Techniquement oui, mais manquer un rendez-vous ne justifie pas la révocation totale du droit de visite. Ce soir-là, le téléphone de Frank a sonné. C'était Ira. Frank, tu dois venir ici immédiatement. Où es-tu? La station-service sur la 321, près de l'entrée de l'autoroute. J'ai suivi Jean, comme tu l'as demandé, et elle vient d'essayer de quitter la ville avec le bébé. Le sang de Frank s'est glacé. Que veux-tu dire? Elle a essayé de quitter la ville. Elle est allée chercher NVA au centre de visite.
Je suppose qu'elle a menti au superviseur et que je l'ai suivie jusqu'ici. Elle fait le plein de sa voiture et charge ses bagages dans le coffre. J'ai appelé la police, mais tu dois arriver avant qu'elle ne parte. Frank prenait déjà ses clés. Ne la laisse pas partir. Je ne le ferai pas. Frank est allé à la station-service le cœur battant. Il est arrivé juste au moment où les voitures de police entraient sur le parking. Jean se tenait à côté de sa voiture, tenant en train de se disputer avec 2 policiers. Voici ma fille. Jean disait que j'avais le droit de l'emmener où je voulais. Madame, nous avons une ordonnance du tribunal qui stipule que vous n'avez droit qu'à des visites supervisées. L'un des agents a répondu. Frank s'est approché du groupe. Jean l'a vu et son expression s'est durcie. Frank leur a dit, c'est ridicule. Je suis sa mère. Jean, vous violez une ordonnance du tribunal. Je protège ma fille de vous. L'agent Martinez a regardé Frank. Monsieur Merrick, pouvez-vous confirmer que cet enfant est bien votre fille et qu'il existe une ordonnance de garde? Frank lui a montré sa copie de l'ordonnance du tribunal et l'acte de naissance de Na. Ma femme n'a droit qu'à des visites supervisées. Elle est censée rendre visite au centre de service aux familles, pas emmener le bébé nulle part, madame. L'agent Martinez a dit à Jean, je veux que vous remettiez l'enfant à monsieur Merrick et que vous placiez vos mains derrière votre dos. C'est insensé. Vous m'arrêtez pour avoir essayé de protéger ma propre fille. Je vous arrête pour interférence avec la garde et violation d'une ordonnance du tribunal. Jean regarda désespérément autour d'elle, comme si elle cherchait une issue de secours. Pendant un instant, Frank crut qu'elle allait s'enfuir. Puis ses épaules s'affaissèrent et elle tendit NVA à Frank. Ce n'est pas fini, dit-elle tandis que les policiers la menottaient. Frank serrait sa fille contre lui, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Oui, c'est vrai. L'arrestation de Jean pour interférence avec la garde de sa fille a avancé la date de l'audience finale sur la garde. Une semaine plus tard, Frank était assis dans la salle d'audience, sachant que ce serait la dernière fois qu'il aurait à affronter sa femme au tribunal. Jen semblait hagard. L'arrestation avait ébranlé sa confiance et ses tentatives de manipulation de la situation s'étaient systématiquement retournées contre elle. Son avocat semblait résigné à perdre. Le juge Morrison a examiné le dossier avant de commencer. Ce tribunal a examiné tous les éléments de preuve et témoignages concernant la garde de l'enfant mineur Nam. Avant de rendre ma décision, je souhaite entendre les plaidoiries finales des 2 parties. Foster était le premier. Votre honneur, ma cliente est victime d'une campagne orchestrée par son mari arrangé pour lui refuser ses droits parentaux. Madame Merrick a dû faire face au défi de la maternité, mais elle aime sa fille et mérite de faire partie de sa vie. Madame Foster, le juge Morrison l'interrompit, votre cliente a été arrêtée il y a 3 jours pour avoir tenté de fuir l'État avec l'enfant, en violation de mon ordonnance du tribunal. En quoi cela démontre-t-il son amour pour sa fille? Ma cliente agissait par désespoir, votre honneur. Elle estimait n'avoir aucun autre moyen de protéger son enfant face à ce qu'elle percevait comme une situation de maltraitance, perçue, mademoiselle Foster. Où sont les preuves de maltraitance? Où sont les témoins, les documents, les preuves d'actes répréhensibles de la part de monsieur Merrick Foster? N'avait pas de réponse. Walsh se leva pour sa plaidoirie finale. Votre honneur, les preuves dans cette affaire sont accablantes. Madame Merrick a délibérément mis en danger la vie de sa fille en bas âge, a menti à plusieurs reprises, n'a manifesté aucun remords pour ses actes et a ensuite violé les ordonnances de ce tribunal lorsque ses mensonges ont été révélés. Elle a démontré une inaptitude totale à élever des enfants. Le juge Morrison hocha la tête. Monsieur Walsh, que demande votre cliente? Garde complète et permanente de l'enfant mineur, suppression des droits parentaux de Madame Merrick et protection contre tout contact futur avec un enfant? C'est une demande sérieuse. C'est une affaire grave, votre honneur. Un bébé de 3 mois a été abandonné dans une poubelle par sa propre mère. Si cela ne justifie pas la suppression des droits parentaux, je ne sais pas ce qui le justifie. Le juge Morrison se tourna vers Jean. Madame Merrick, avant que je ne rende ma décision, avez-vous quelque chose à dire? Jean resta immobile un instant. Frank pensa qu'elle pourrait enfin exprimer de sincères remords, une certaine reconnaissance de ses actes. Au lieu de cela, elle dit, votre honneur, je me bats pour ma fille parce que je l'aime. Tout ce que j'ai fait, c'est la protéger d'un père qui ne comprend pas les défis de la maternité. Le juge Morrison la fixa du regard.
Madame Merrick, vous avez jeté votre fille en bas âge dans une poubelle. Comment la protégiez-vous? J'essayais de montrer à mon mari à quel point j'étais dépassé. J'avais besoin d'aide et personne ne m'écoutait. Vous avez donc mis votre enfant en danger pour faire valoir votre point de vue. Je savais que Frank la retrouverait. Je savais qu'elle serait en sécurité. Frank observait l'expression du juge se glaçant à chaque mot prononcé par Jean. Elle creusait sa propre tombe sans même s'en rendre compte. Le juge Morrison se pencha en avant. Madame Merrick, permettez-moi de m'assurer que j'ai bien compris votre témoignage. Vous avez délibérément jeté votre fille de 3 mois dans une poubelle publique, non pas à cause d'une maladie mentale ou d'un moment d'erreur de jugement, mais par calcul pour prouver quelque chose à votre mari. Ah oui, mais je savais qu'elle serait en sécurité. Comment pouviez-vous le savoir? Parce que Frank est prévisible. Je savais qu'il la retrouverait s'il s'était trompé, s'il avait pris un autre chemin pour rentrer chez lui, s'il avait allumé le son de sa radio, s'il s'était arrêté ailleurs avant. J'en avais aucune idée. Réponse. Le juge Morrison se rassit. J'en ai assez entendu. Madame Merrick, votre témoignage d'aujourd'hui m'a convaincu que l'incident initial n'était pas dû à une dépression postpartum, à un manque de sommeil ou à toute autre circonstance atténuante. Vous avez admis sous serment avoir délibérément mis en danger votre fille en bas âge dans le cadre d'un plan calculé pour manipuler votre mari. Le juge marqua une pause, le temps de bien assimiler ses paroles. De plus, votre récente violation de l'ordonnance de visite de ce tribunal démontre un mépris persistant pour l'intérêt supérieur de votre fille et l'état de droit. En 23 ans de carrière, je n'ai jamais vu un cas aussi flagrant d'inaptitude parentale. Frank sentit son cœur s'emballer tandis que le juge poursuivait. Par conséquent, ce tribunal accorde la garde exclusive et permanente de l'enfant mineur, NVA Merrick, à son père, Frank Merrick. Les droits parentaux de Madame Merrick sont par la présente résiliés. Il lui est interdit tout contact avec l'enfant et de s'approcher à moins de 150 mètres de Monsieur Merrick ou de son domicile. Jean se leva, le visage blême. Vous ne pouvez pas faire ça. Elle ma fille. Madame Merrick, vous avez perdu votre droit de l'appeler votre fille en la jetant à la poubelle. L'affaire est close. 2 semaines après l'audience pour la garde, Frank a rencontré son avocat pour discuter des aspects civils de son dossier. La garde étant réglée, il pouvait désormais se concentrer sur les conséquences financières des actes de Jean. La décision du tribunal concernant la garde nous donne un poids considérable. Walsh a expliqué. La conclusion du juge Morrison selon laquelle Jen a délibérément mis l'enfant en danger justifie une allégation de manquement à ses devoirs conjugaux. Qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, cela signifie que nous pouvons soutenir qu'elle n'a pas droit à un partage égal des biens matrimoniaux. Ces actes ont porté atteinte à sa réputation, entraîné des frais juridiques et un traumatisme émotionnel. Nous pouvons chercher à récupérer ces dommages sur sa part du patrimoine matrimonial. De quels biens parlons-nous? Walsh a sorti un relevé financier. Votre maison vaut environ 180 000 $. Vous avez 45 000 $ sur des comptes d'épargne joints, 60 000 $ sur des comptes de retraite et environ 25 000 $ sur d'autres actifs. Normalement, elle serait. Elle a droit à la moitié de tout et, maintenant que nous soutenons que son comportement criminel et la mise en danger de son enfant ont annulé sa réclamation sur les biens matrimoniaux, nous demandons au tribunal de vous attribuer l'intégralité de la maison, de l'épargne et de vos comptes de retraite. Pouvez-vous faire cela? La Caroline du Nord autorise les juges à prendre en compte les fautes professionnelles lors du partage des biens matrimoniaux. L'abandon d'enfants est sans conteste une faute professionnelle. L'audience financière a eu lieu 2 mois plus tard. Jean, qui se défendait désormais elle-même après avoir renvoyé son avocat, semblait vaincu. Avant même le début de l'audience, le juge Thompson, chargé de la division civile, a examiné les conclusions du tribunal de garde et les preuves des actes de Jean. Madame Merrick, le juge Thompson a déclaré, le tribunal de garde a conclu que vous aviez délibérément mis en danger votre fille en bas âge. Vous avez été arrêté pour violation des décisions de justice. Vous n'avez manifesté aucun remords pour des actes qui auraient pu entraîner la mort de votre enfant. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui mérite une part égale des biens matrimoniaux. Jean a tenté de faire valoir que les questions financières devaient être séparées des questions de garde, mais le juge Thompson a exprimé son désaccord. Vos actions ont causé des frais juridiques importants, un traumatisme émotionnel et une atteinte à la réputation de votre mari. Vous avez manqué à vos devoirs conjugaux fondamentaux par votre comportement criminel. Ce tribunal attribue la résidence conjugale, tous les comptes d'épargne et tous les comptes de retraite à Monsieur Merrick.
Franck est sorti du tribunal propriétaire de tout ce que Jean et lui avaient construit ensemble. Elle est repartie avec rien d'autre que ses vêtements et un casier judiciaire vierge. 6 mois plus tard, Franck était assis sur le porche d'une petite maison de location près de Boone, regardant NVA jouer dans un berceau portable qu'il avait installé à l'ombre. Elle avait maintenant 9 mois, était en bonne santé et heureuse, sans aucun souvenir du jour où sa mère avait tenté de la jeter. La maison était simple mais confortable, entourée d'arbres et suffisamment éloignée de la ville pour offrir une réelle intimité. Franck avait vendu le domicile conjugal et utilisait le produit de la vente pour rembourser toutes les dettes et constituer un fonds pour les études d'Ona. Le reste a servi à l'achat de cette propriété, qu'il j'avais prévu d'acheter une fois le contrat de location expiré. Au moment où le camion d'Iris s'est arrêté dans l'allée, le frère de Franck était devenu un visiteur régulier, apportant souvent des courses ou prenant simplement des nouvelles. La perte imminente de sa nièce avait secoué Ira presque autant que Franck. « Comment va la petite princesse aujourd'hui » demanda Ira en s'approchant pour chatouiller les pieds d'Ona. « Elle va bien, elle a fait ses premiers vrais pas hier, sans blague, et je l'ai ratée, ne t'inquiète pas, elle le fera à nouveau. » Elle s'est entraînée toute la matinée. Ira s'assit sur l'autre chaise du porche. « Des nouvelles de l'avocat de Jean concernant l'appel » Walsh dit qu'elle est à court d'options. Sa condamnation pénale pour interférence avec la garde rend presque impossible l'annulation de la décision de garde. Heureusement qu'une femme ne devrait pas être autorisée à s'approcher à moins de 160 km d'un enfant. Franck hocha la tête en regardant Na essayer de se relever en utilisant les barrières du berceau. Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un puisse faire ça à son propre enfant. Croyez-moi, certaines personnes ne sont tout simplement pas programmées. Franck, Jean est l'une d'elles. Une voiture s'est arrêtée derrière le camion d'Ira. Franck a reconnu la petite berline de June. Elle était devenue un élément important de leur vie, l'une des rares personnes à qui Franck faisait confiance pour garder les enfants lorsqu'ils devaient travailler tard. Oncle Ira, appela June en utilisant le titre humoristique qu'on lui avait donné. « Comment va ma nièce préférée ?»« Elle a marché hier », annonça fièrement Ira. « Vraiment, Na, montre à tante June comment tu marches. » Franck regarda l'interaction facile entre sa fille et les personnes qui ont choisi de faire partie de sa vie. Voilà à quoi devait ressembler une famille, des personnes qui se protégeaient mutuellement, qui étaient présentes en cas de besoin, qui accordaient la priorité au bien-être de l'enfant. Son téléphone vibra, un SMS venant de Mara Jensen, l'enquêtrice des services sociaux qui s'occupait de leur dossier, apprit l'échec de l'appel de Jean. « J'espère que Na et toi allez bien. Vous avez fait le bon choix, en vous battant pour elle. » Franck répondit, « Merci, tout va bien. » Et pour la première fois depuis des mois, Franck se sentit véritablement en paix. Jen avait définitivement quitté leur vie, incapable de blesser NVA ou de manipuler leur famille. Les batailles juridiques étaient terminées. Les accords financiers étaient conclus. Plus tard dans la soirée, après le départ de June et d'Ira, Franck coucha NVA et se rendit à son atelier. Dans le garage, il travaillait sur un projet spécial, construire un nouveau berceau de toutes pièces avec les planches d'érable qu'il avait achetées. Le jour où il l'a trouvé dans cette poubelle, le bois était magnifique, lisse et solide. Franck il façonna chaque pièce avec soin, les assemblant avec précision et soin. Ce berceau serait parfait, construit pour durer des générations. Un jour, peut-être, Na l'utiliserait pour ses propres enfants. Tout en travaillant, Franck pensait à l'avenir. Na grandirait en sachant qu'elle était désirée, protégée et aimée. Elle n'aurait jamais à se demander si ses parents la considéraient comme un fardeau ou une gêne. Elle n'aurait jamais à craindre d'être abandonnée ou jetée. Franck termina de poncer la dernière barre et recula pour admirer son travail. Le berceau était solide et beau, construit avec le même soin méthodique qu'il avait utilisé pour détruire les mensonges de Jean et protéger sa fille. Il pensa appeler cela justice, mais ce n'était pas tout à fait exact. La justice était ce qui s'était passé au tribunal. C'était quelque chose de différent. C'était l'amour manifesté par le bois et le dévouement. Franck passa sa main sur la surface lisse du berceau. La barre. La vengeance n'est pas le feu, se dit-il doucement, se souvenant d'une chose que son père lui avait dite un jour, c'est de la pierre. On la pose morceau par morceau jusqu'à ce qu'elle soit trop lourde pour qu'il puisse la soulever à nouveau. Ils avaient tenté de détruire leur famille par des mensonges et des manipulations. Franck avait répondu avec vérité et patience, construisant un dossier si solide qu'aucune tromperie ne pouvait le vaincre. Maintenant qu'elle était partie et qu'ils étaient libres, Franck éteignit les lumières de l'atelier et retourna à la maison. Na dormait paisiblement dans son berceau temporaire,
un petit poing serré contre sa joue. Demain, il commencerait à installer le nouveau berceau, celui qui la garderait en sécurité pour les années à venir. Dehors, les montagnes de Caroline du Nord se dressaient silencieuses sous un ciel étoilé. À l'intérieur, un père et sa fille dormaient en sécurité, sachant que certaines choses aiment la protection. La famille était plus forte que ceux qui essayaient de la détruire. Frank avait gagné plus qu'une bataille pour la garde de sa fille. Il avait gagné le droit d'élever sa fille en sécurité, loin de quelqu'un qui voyait les enfants comme des inconvénients plutôt que comme des cadeaux, et au final, c'était la seule victoire qui comptait.